Le programme concerne la qualité en laboratoire et surtout l'accréditation des laboratoires sur la base de l'ISO 17025 version 2017. Donc, il s'agit d'une nouvelle version, bien sûr rédigée pour suivre aussi, dans une première mesure, pour suivre l'évolution de la version 2015 de l'ISO 9001. Et on va de toute façon discuter de plusieurs éléments liés à l'ISO 17025, que ce soit par rapport aux exigences organisationnelles ou bien aux exigences côté qualité, aux exigences ISO proprement dit, ou bien aux exigences spécifiques ou bien techniques liées aux laboratoires, donc, ou bien liées à la compétence des laboratoires, que ce soit côté méthode ou bien côté moyens humains et par la suite matériel. Alors, au niveau du programme, donc l'objectif de cette première séance est présenter quand même l'évolution du contexte normatif d'un laboratoire, donc à savoir la notion d'accréditation par rapport à la certification, quelques éléments de vocabulaire utilisés, que ce soit le vocabulaire qualité ou bien technique. L'essentiel du vocabulaire, je vais le laisser pour l'avancement des séances, c'est-à-dire à chaque fois qu'on arrive à un chapitre ou bien à une exigence technique, c'est là où on va détailler la partie vocabulaire. Donc, par la suite, la norme, il est divisée en plusieurs chapitres. On commence par le premier chapitre général, c'est le chapitre 4. On parle des exigences générales, des exigences par rapport à l'impartialité et aussi à la confidentialité. On va voir surtout comment répondre aux exigences de la norme, quels sont les éléments ou bien les documents qu'on peut rédiger, par exemple, sur ça. Les exigences structurelles, surtout côté processus pour la norme, et par la suite, les exigences relatives aux ressources. Et c'est là où il s'agit des exigences les plus importantes de l'ISO 17025. Donc, on parle de la partie technique, les exigences relatives aux ressources. Donc, voilà. Que ce soit les ressources humaines, les installations, les conditions ambiantes du laboratoire, c'est-à-dire l'environnement tout simplement du labo. Les équipements, la même chose. La traçabilité métrologique, les produits et les services fournis par des prestataires externes, et ainsi de suite. Donc, il s'agit des exigences techniques liées à l'ISO 17025. Les exigences relatives au processus, quand je parle des processus, ce sont les processus de réalisation du laboratoire. Il s'agit généralement de l'analytique, le post-analytique et le pré-analytique. On va le détailler de façon par la suite. Commençons par la revue des demandes, des appels d'offres et des contrats, c'est le processus commercial, la validation des méthodes, que ce soit des méthodes d'essai, surtout d'essai ou bien d'étalonnage, l'échantillonnage, l'enregistrement technique, l'évaluation des incertitudes de mesure, et ainsi de suite. Et finalement, les exigences relatives au système de management, c'est le chapitre 6, ou bien c'est le chapitre 8 plutôt. Et c'est là où, comme j'ai expliqué, vous avez deux options. Soit de répondre directement, aux exigences, ou bien de répondre directement aux exigences de l'ISO 17025 en la matière, ou bien, la même chose, c'est question, par exemple, d'être certifié déjà ISO 9001. Et dans ce cas, normalement, vous répondez directement aux exigences relatives au système de management. Quand je parle du système de management, c'est le système de management qualité, plus ou moins conforme à l'ISO 9001. L'ISO 9001 reste assez détaillé. Ici, vous avez des exigences, tout simplement des exigences de base. Donc finalement, les interactions avec la certification ISO 9001 version 2015 et une conclusion sur le cycle. Commençons déjà une petite introduction à la qualité en laboratoire. Et voilà. Donc la première question, c'est déjà, quelle est la différence entre un système de management qualité selon ISO 9001, donc management qualité simple, et une accréditation selon l'ISO 17025. Bien sûr, on peut avoir un laboratoire qui est certifié ISO 9001 ou bien accrédité 17025, sinon les deux. Donc, c'est possible d'avoir
bien sûr, une intégration, on peut parler d'une intégration de l'ISO 17025 avec l'ISO 9001. Et comme je vais vous montrer, ça présente quand même l'ISO 9001 ou bien l'ISO 17025, il présente un complément par rapport à l'ISO 9001. Donc, comme tout organisme, l'objectif au niveau de l'ISO 17025, c'est tout simplement assurer une qualité au niveau de la prestation. Et pour les laboratoires, la prestation peut être soit la réalisation des essais ou bien sûr, l'étalonnage. Donc, je parle de l'étalonnage des équipements ou bien des moyens, la même chose, de contrôle, sinon des étalons, et voilà, pour le compte d'autres clients, bien sûr. Donc, il s'agit d'un laboratoire externe. Alors, sinon, c'est possible aussi, et d'ailleurs, on parle beaucoup de ça, de certifier un laboratoire interne, donc un laboratoire qui fait partie d'un organisme plus global, un laboratoire au niveau d'une industrie, par exemple. C'est possible de l'accréditer la même chose. Et dans ce cas, le client direct de ce genre de laboratoire, c'est tout simplement la production. Ou bien l'entreprise, c'est-à-dire les autres processus, ou bien les autres services de l'entreprise, tout simplement. Et au fur et à mesure de la formation, on va faire la différence entre les deux laboratoires. Le premier, ce qu'on appelle un laboratoire indépendant, et le deuxième, ce qu'on appelle un laboratoire intégré. Donc, voilà, ou bien interne, tout simplement. Sinon, la même chose pour le premier, un laboratoire externe. Donc, externe, interne, ça dépend tout simplement, ça dépend de la nature de la relation avec les clients et avec les autres organismes, et ça dépend aussi ou bien ça a une influence et ça a un impact automatiquement sur tout ce qui est lié au management. Parce que quand même, vous pouvez comprendre ça c'est-à-dire pour le premier cas, où vous avez un laboratoire qui est indépendant. Donc, il est indépendant déjà au niveau de sa stratégie. C'est-à-dire que le directeur du laboratoire, et le laboratoire proprement dit, il présente un organisme en soi, avec une forme juridique donnée. Donc, automatiquement, il peut définir sa propre stratégie, sa propre politique, et ainsi de suite. À la différence d'un laboratoire qui est intégré, par exemple, et dans ce cas, donc, automatiquement, il n'a pas, donc un laboratoire interne n'a pas vraiment une forme juridique en soi et n'a pas vraiment la même chose, une volonté à part ou bien ne peut pas, c'est-à-dire définir une stratégie à part. Donc, sa stratégie ou bien tout ce qui est planifié au niveau de ce laboratoire, il dépend directement, voilà, du groupe ou bien de la structure globale. Donc, c'est une différence de base. L'essentiel, c'est que ça soit interne ou bien externe, il faut bien sûr assurer une qualité de prestation. Et à ce niveau, donc je rappelle la définition tout simplement de l'ISO 9001, à savoir que la qualité, sinon pour être plus correct et exact, c'est la définition de l'ISO 9004, donc vocabulaire de la qualité. Il s'agit de l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Alors, c'est difficile de voir ici au niveau de laboratoire, ça veut dire quoi des caractéristiques intrinsèques. Alors, c'est pour ça que je vais simplifier ça et dire que la qualité, tout simplement, c'est la réponse, la qualité d'un service, le cas du laboratoire, c'est la réponse à un besoin client, tout simplement, que ce soit en matière de réalisation d'échantillonnage, de réalisation, par exemple, d'essais, ou bien d'étalonnage. Donc, c'est la réponse à un besoin client en respectant tout simplement des exigences. Alors, le besoin client dépend bien sûr de la relation ou bien dépend de l'activité tout simplement. Alors, pour un laboratoire interne, par exemple, la production a besoin non pas seulement de la réalisation d'un contrôle, mais surtout une déclaration de conformité. Comme quoi, est-ce que le produit il est conforme, ou bien l'échantillon, par exemple, et par la suite l'eau contrôlé, il est conforme, ou bien non. Et dans ce cas, on parle d'une déclaration de conformité. Et on va voir qu'il y a des exigences quand même au niveau de la 17025 qui concernent cette déclaration. À la différence d'un autre laboratoire externe, par exemple, que je contacte pour réaliser tout simplement un travail d'étalonnage. Alors, sans déclaration de conformité ou bien autre, ça veut dire que le laboratoire externe, il va tout simplement calculer les incertitudes de mesure ou bien les différents
les différentes formes d'incertitude. Et par la suite, il va me délivrer un rapport, un certificat, voilà, où il y a tout simplement un détail sur ces incertitudes. Point. Sinon, la même chose, je demande à un laboratoire de réaliser tout simplement une caractérisation d'un rejet, un rejet liquide dans le cas des laboratoires, par exemple, au niveau de l'environnement. Sinon, la même chose au niveau d'un laboratoire médical ou bien de la biologie médicale, et ainsi de suite. Donc, ça dépend des cas tout simplement. L'essentiel, répondre à un besoin en respectant quoi? En respectant des exigences. Et au niveau de la qualité, quand je dis en respectant des exigences, c'est à la fois les exigences clients, mais aussi d'autres exigences, comme par exemple tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est normatif. Alors d'ailleurs, et c'est ça qui présente quand même la spécificité de la norme ISO 17025, la première partie de la documentation que vous allez recevoir, c'est ce qu'on appelle les normes en vrac. Donc, un ensemble de normes, ce n'est pas une ou bien deux, ce sont des dizaines de normes qui sont utilisées en parallèle avec les UDI 7025. Et par la suite, donc, il faut faire bien sûr un effort, étant donné qu'à chaque fois que vous voulez réaliser, par exemple, un essai ou bien un étalonnage, généralement, vous avez des référentiels, donc des normes, que ce soit à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale, et vous avez la même chose, la réglementation. Donc, automatiquement, je dois répondre à un besoin client, mais le client n'est pas, par exemple, ou bien n'a pas besoin de spécifier une norme donnée. Donc, c'est à vous de la chercher et c'est à vous, par la suite, de communiquer sur ça ou bien de l'utiliser. Donc, sinon, à part les normes et à part la réglementation, il y a aussi les exigences internes en matière, par exemple, de la fiabilité, du coût, le coût de la prestation, et ainsi de suite. Donc, je dois satisfaire des exigences. La première des choses, les exigences clients, mais aussi les autres exigences. Voilà. Et à ce niveau, on peut faire quand même une différence entre contrôle, donc le contrôle qualité, et par la suite l'assurance ou bien le management de la qualité. Et ça, c'est très important, surtout dans le cas des labos. Donc, un contrôle, par définition, c'est l'évaluation de la conformité par une observation ou bien et un jugement accompagné, si nécessaire, de mesurage, d'essai ou bien de calibrage. Donc, on peut réaliser, c'est-à-dire les contrôles d'un laboratoire, donc assurer un simple contrôle, c'est-à-dire à la fin, ou bien une fois le résultat et la prestation est réalisée, et au fur et à mesure, on peut tout simplement réaliser soit des autocontrôles, une surveillance basée sur les observations, ou bien carrément des contrôles des mesures, donc un contre-contrôle par exemple, pour évaluer tout simplement les résultats, et ainsi de suite. Alors cela dit, au niveau des labos, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est difficile de s'assurer quand même à chaque fois de la conformité des résultats en réalisant tout simplement des contrôles. Sinon, le coût sera important. À la différence, par exemple, d'un industriel qui réalise des lots, un ensemble de lots, un ensemble de pièces, voilà, donc des dizaines, des milliers, sinon des tonnes de produits. Et suite à la réalisation, il peut réaliser quand même un contrôle. Donc, on parle du contrôle qualité, surtout au niveau de l'industrie. Mais au niveau du laboratoire, et malgré la présence du contrôle, c'est difficile quand même c'est-à-dire de s'assurer de la fiabilité maintenant des résultats. Et ça, c'est un point important. Alors, au niveau de l'industrie, le coût quand même de contrôle, il reste, c'est-à-dire abordable, et par la suite, on peut réaliser du contrôle. Et généralement, on parle tout simplement du management de la qualité au niveau industriel. Et la même chose au niveau des autres sociétés de services, comme le bâtiment aux travaux publics et ainsi de suite. Sinon, au niveau de laboratoire, le premier besoin, alors j'ai dit qu'il faut répondre à un besoin client en respectant des exigences. Alors, le premier besoin peut-être d'un client, c'est fournir des résultats et surtout des résultats qui sont fiables. Alors que maintenant, pour s'assurer de la fiabilité des résultats, le contrôle seul, si c'est possible de le réaliser quand même, il est insuffisant pour assurer ça. Parce que comme j'ai dit, la seule façon pour vérifier qu'un résultat il est fiable, c'est de refaire automatiquement la manip, refaire l'essai ou bien l'étalonnage. Et automatiquement, ça va donner un coût qui est bien sûr important. Donc c'est pour ça que l'ISO 9001, dans la majorité des cas,
n'est pas suffisante, étant donné que la 9001, c'est une norme d'organisation quand même, donc n'est pas suffisante pour assurer le client, comme quoi, donc pour rassurer le client, comme quoi le laboratoire, il réalise premièrement des prestations conformes aux exigences du cahier de charge, mais surtout des résultats. Donc, il donne des résultats fiables. Donc, le grand problème, c'est lié à la fiabilité, tout simplement. Alors, par contre, à la différence du contrôle simple, vous avez le management de la qualité. Et par définition, quand je parle du management de la qualité, c'est un ensemble d'activités, on dit coordonnées ou bien homogènes, qui permettent d'orienter et de contrôler un organisme en matière de la qualité. Donc, il s'agit, quand je parle d'un système de management de qualité, dans le sens de l'ISO 9001, il s'agit déjà, et ça c'est le plus important, il s'agit déjà d'une organisation. Donc, un ensemble de processus, un ensemble d'activités, voilà, qui permet de quoi? Qui permet tout simplement de réaliser la stratégie de l'entreprise ou bien la politique de l'entreprise, tout simplement. Alors, un laboratoire, par exemple, au niveau de sa politique, a comme objectif, premièrement, de satisfaire et de fidéliser ses clients. Alors, ça, c'est important. Deuxièmement, c'est de maîtriser et optimiser peut-être le fonctionnement interne du laboratoire et par la suite assurer la fiabilité des résultats. Donc, ça permet automatiquement de réaliser le premier objectif, à savoir la satisfaction client, mais aussi peut-être comme autre objectif, moi, comme laboratoire externe, je veux diversifier mes activités. C'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille au niveau, par exemple, de tout ce qui est contrôle, par exemple, des matériaux. Mais demain, je veux s'ouvrir sur l'industrie automobile, sur l'industrie aéronautique, par exemple. Et ce sont des marchés qui sont intéressants quand même. Sinon, aujourd'hui, par exemple, mon accréditation ou bien les prestations réalisées se limitent à 2 ou bien 3 prestations pour mes clients, mais par la suite, je veux, par exemple, c'est un objectif, je veux généraliser l'accréditation et ainsi de suite. Donc, tout simplement, un système de management, c'est un ensemble d'activités. On parle d'ailleurs d'activités de planification, de réalisation, et par la suite de contrôle et d'évaluation. C'est ce qu'on va voir par la suite au fur et à mesure, qui permet, donc planifier quoi? Planifier tout simplement des objectifs pour atteindre ma politique et par la suite ma stratégie. Et ce qui a été planifié comme action doit être réalisé. Alors ça, c'est le côté management. Mais le côté technique en parallèle, si je veux réaliser des résultats ou bien des essais avec des résultats fiables, donc automatiquement, je dois maîtriser, bien sûr, c'est-à-dire à la fois la méthode, la compétence, le matériel, etc. en interne. Donc, je dois appliquer une maîtrise technique en interne. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, les résultats maintenant, et c'est ça le problème, la qualité en laboratoire, il se résume avec ça. Donc, les résultats du laboratoire sont essentiels pour toute opération de contrôle, que ce soit interne ou bien externe. Et par la suite, ils doivent être exacts, fiables, avec un meilleur coût, et bien sûr, réalisés à temps. Je peux même dire réalisés dans un laps de temps qui est réduit, c'est-à-dire la durée de réalisation. Alors moi, par exemple, je suis un industriel. Donc, au niveau, si je prends le coût de revient d'un produit, j'espère que, donc, de toute façon, si jamais j'évoque un mot technique que vous n'arrivez pas à comprendre, il faut m'arrêter. Donc, au niveau de l'industrie, quand je dis un prix de revient, c'est tout simplement le prix, c'est-à-dire avec lequel vous réalisez votre produit. Alors, dans ce cas, par exemple, on peut imaginer que le prix de revient, il englobe à la fois le prix de la matière première, donc l'achat de la matière première, l'énergie peut-être, voilà, la production aussi, donc tout ce qui est production, c'est-à-dire les opérations de transformation. Et ça va de soi qu'il y a aussi une partie de ces coûts liés au contrôle qualité. C'est le contrôle. Et non pas l'assurance. C'est tout simplement la réalisation d'un contrôle. Voilà. Et par la suite, qui dit contrôle, c'est le laboratoire. Alors, ça va de soi que
pour augmenter les bénéfices ou bien la marge c'est-à-dire de vente d'une entreprise, donc automatiquement, il faut réduire les coûts, les différents coûts, parmi lesquels le coût de contrôle. Donc on peut parler de réaliser des prestations avec des meilleurs coûts. Alors ça, c'est pour un laboratoire interne où le coût de la prestation, voilà, présente une partie de coût de revient. Alors sinon, pour un laboratoire externe, voilà, indépendant, donc le coût de revient, il est égal pratiquement au coût de, bien sûr, du contrôle. Et par la suite, il faut réduire le coût. Sinon, comme j'ai dit, la même chose pour satisfaire le client, les résultats doivent être fournis à temps, donc sans retard, etc. Et en interne, ça sera bien de réduire la même chose, c'est-à-dire la durée de réalisation d'une prestation et par la suite automatiquement réduire le coût. Voilà. Alors maintenant, comme j'ai expliqué, même si vous avez un système de management, donc la mise en place de la gestion de la qualité ou bien d'un système de management qualité qui répond aux exigences de l'ISO 9001 ne garantit pas un laboratoire exempt d'erreurs, voilà, mais ça permet quand même de détecter les erreurs pouvant survenir et éviter qu'elles réapparaissent. Alors, cela est dit, voilà, donc ça, toujours, on n'a pas une assurance, c'est-à-dire client, comme quoi les résultats sont fiables. C'est pour ça qu'au lieu de parler d'une simple certification du système de management, on parle d'une accréditation. C'est quoi la différence c'est-à-dire d'une certification, une accréditation? Alors, comme j'ai dit, quand je parle d'une certification dans le sens de l'ISO 9001, par exemple, il s'agit de la certification de quoi? D'un système de management. Finalement, d'une organisation, tout simplement. Ce n'est pas le produit ou bien la prestation qui est certifiée, mais c'est le système de management ou bien l'organisation. Voilà. Alors, cette certification maintenant, et comme j'ai expliqué, ne permettent pas de rassurer un client quant à la fiabilité des résultats. Alors, pourquoi ça? À part tout ce que j'ai expliqué, il y a un autre point par rapport aux normes ISO, donc l'ISO 9001 comme exemple. Et à ce niveau, donc ici, vous avez la certification, la définition, une démarche volontaire ayant pour objectif d'attester au moyen d'un certificat, délivré bien sûr par un organisme tierce. Donc, je pense que vous connaissez ces organismes, le cas de l'Imanor, l'AFNOR, Veritas, TÜV, etc. Compétent et impartial, qu'un produit, un service, le cas des laboratoires, le système qualité, le personnel d'une entreprise ou bien d'une organisation est conforme aux exigences spécifiées par un référentiel préétabli. Dans notre cas, il s'agit de l'ISO 9001. Le problème maintenant, c'est que l'ISO 9001 ou bien les exigences de l'ISO 9001, ce sont dites, c'est ce qu'on appelle des exigences sur résultat. C'est-à-dire au niveau de la norme ISO 9001, même si je dis par exemple que l'application de l'ISO 9001 elle est déjà intéressante pour un laboratoire, mais le problème c'est que la majorité des exigences, sinon toutes les exigences de l'ISO 9001, sont tout simplement des exigences sur résultat. C'est-à-dire, un laboratoire aussi peut être certifié ISO 9001, mais le problème c'est que, par exemple, que ce soit pour un labo ou bien une organisation quelconque, l'ISO 9001, il exige que la direction assure une compétence en interne. Ça veut dire que, tout simplement, vous devez avoir une équipe compétente en interne. Alors ça, c'est bien, côté maîtrise. Le problème maintenant, c'est que la norme ISO 9001, il ne donne aucun, c'est-à-dire aucun détail. Comment je vais assurer que la compétence il est présente, voilà, et ça permet de répondre aux besoins de mes clients? Aucun détail au niveau de l'ISO 9001. La simple demande ou bien la simple exigence, c'est le résultat. Il faut de la compétence, mais comment c'est votre affaire? Et par la suite, vous pouvez recruter des personnes, vous pouvez former vos équipes s'il y a besoin, et ainsi de suite. Un autre point lié à la méthodologie, dans le chapitre 7 de l'ISO 9001, il y a une exigence comme quoi l'entreprise doit
définir et entretenir, voilà, et identifier les moyens de contrôle. Si on applique ça sur le cas d'un laboratoire, donc les moyens de production ou bien de réalisation sont des moyens de contrôle aussi. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a aucun détail la même chose sur comment réaliser ça. Est-ce qu'il faut, par exemple, une procédure de manutention ou bien autre? Aucun détail. Et c'est pour ça voilà, que la majorité des sociétés ou bien des industriels, ils cherchent à appliquer des normes de type ISO, parce que ça reste, ou bien ça laisse quand même une souplesse dans la réalisation. Donc, l'interprétation des normes, ça dépend tout simplement, c'est-à-dire de vos moyens, et la même chose, que ce soit les moyens techniques ou bien les moyens financiers, et ça dépend de la complexité des activités et la nature aussi de ces mêmes activités. À la différence maintenant de la 17025, ou bien l'accréditation, où il s'agit, voilà, maintenant, non pas d'une certification d'une organisation ou bien d'un système, mais il s'agit d'une reconnaissance de la compétence. Et bien sûr, une reconnaissance par une autorité. Donc, le cas de Maroc, on a la CEMAC, le service marocain d'accréditation tout simplement. Mais il s'agit d'une autorité, il fait attache au ministère de l'Industrie. Et dans ce cas, il reconnaît, ou bien il s'agit d'une reconnaissance que le laboratoire, il est compétent. Et non pas que le laboratoire dispose d'une organisation, par exemple, fiable, etc. Alors, cette exigence en matière, ou bien cette reconnaissance en matière de compétences, donc, elle est liée automatiquement à des exigences, premièrement, sur le système de management de qualité, c'est-à-dire que le laboratoire doit déjà avoir une bonne organisation. Donc, déjà, il faut commencer par ça. Il faut avoir une bonne organisation qui répond plus ou moins aux exigences de l'ISO 9001. Donc, déjà, un système de management de qualité, mais plus, et c'est ça le plus important, plus des exigences techniques ou bien des spécifications techniques. C'est-à-dire, autrement dit, plus les moyens. Donc, on a des exigences sur l'organisation, comment on va organiser le laboratoire, etc. Mais vous avez aussi des moyens ou bien des exigences en plus sur les moyens. Alors maintenant, pour tout ce qui est, par exemple, compétence, la 9001, il dit tout simplement qu'il faut assurer la compétence. Par contre, l'ISO 17025, il dit comme quoi, pour assurer la compétence en interne, vous devez faire ça et ça et ça. Donc, il s'agit d'un détail tout simplement sur les moyens. J'espère que vous avez compris. Donc, les normes ISO, ce sont des normes sur les exigences et on parle d'une certification simple d'un système. Les normes d'accréditation, il s'agit d'une reconnaissance par une autorité, donc le cas de la CEMAC, voilà. Et par la suite, il s'agit des exigences à la fois de type management, mais aussi côté moyen et côté technique. Et c'est ça qui présente, on peut dire, la difficulté au niveau de la 17025. Donc ici, vous avez la définition formelle voilà, de l'accréditation. Donc, d'après l'ISO 17000, et il faut noter qu'il s'agit d'une famille. Donc, vous n'avez pas que la 17025, il y a la 17025, la 17020, 21, 24 et ainsi de suite. Alors, toutes les normes ISO 17000, donc 21, 21, 24, etc., ce sont des normes d'accréditation. On parle d'une famille de normes. Donc, d'après l'ISO 17000, vocabulaire et principes généraux pour l'accréditation ou bien l'évaluation de la conformité, l'accréditation, il spécifie, ou bien l'accréditation, c'est une attestation délivrée par une tierce partie ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques à l'évaluation ou bien d'évaluation de la conformité, que ce soit des essais ou bien la même chose, comme j'ai dit, étalonnage. Voilà. Le but ultime d'une démarche d'accréditation, c'est l'instauration de la confiance dans les prestations réalisées,
l'accréditation devant représenter le dernier niveau de contrôle des activités d'évaluation de la conformité du point de vue de compétences techniques. Et par la suite, donc automatiquement, un laboratoire qui est accrédité, il est synonyme de au moins de quatre qualités, à savoir l'indépendance, l'impartialité, la transparence au niveau des résultats et au niveau de la communication avec le client. Et on va voir ça par la suite. Alors, je donne un exemple, question de transparence. Alors, si jamais, c'est-à-dire si jamais, par exemple, votre client demande une déclaration. Par exemple, votre client, il vous fournit un moyen de contrôle et il vous demande de réaliser un étalonnage et de déclarer à la fin de l'étalonnage, c'est-à-dire après une vérification, de déclarer si le moyen il est conforme ou bien non. Alors dans ce cas, et dans le but d'une transparence, dès le départ, avant même de réaliser, c'est-à-dire la prestation, il faut être d'accord sur la méthode d'évaluation ou bien sur la méthode, c'est-à-dire comment je vais, sur la base de quoi je vais déclarer ça comme conforme ou bien non conforme. Voilà. Sinon, supposons par exemple que votre client, il vous demande de réaliser à la fois des prélèvements, donc prélèvements d'échantillons, par la suite la réalisation des essais et finalement, bien sûr, l'interprétation des résultats. Alors moi, par exemple, comme laboratoire, je suis tout simplement accrédité pour la réalisation des essais. Par contre, tout ce qui est prélèvement et échantillonnage, ça n'entre pas vraiment dans la portée d'accréditation. Alors, dans ce cas, et dans le rapport, ou bien même au niveau commercial, en communiquant avec le client, il faut préciser que les prestations, par exemple, qui sont soumises ou bien qui entrent dans l'accréditation, la prestation n'inclut pas vraiment le prélèvement et l'échantillonnage. C'est-à-dire que le prélèvement et l'échantillonnage, il est hors, tout simplement, hors périmètre ou bien hors portée d'accréditation. Ça reste un point de transparence. Sinon, on va voir par la suite des éléments liés à l'indépendance et l'impartialité. Alors, l'organisme ou bien les organismes chargés de l'accréditation, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle les LAC, et d'ailleurs, on va à chaque fois, c'est-à-dire l'évoquer. Il s'agit d'une coopération entre les différents, c'est-à-dire entre les différents organismes d'accréditation des laboratoires. Et l'exemple au niveau de la France, vous avez la COFRAC. Donc, sinon, au niveau de l'Allemagne, vous avez la DAX, la même chose. Voilà. Et par la suite, au niveau de la Tunisie, donc le dernier élément, c'est une erreur. Au niveau de la Tunisie, vous avez la TUNAC, la Tunisie d'accréditation. Voilà, tout simplement. L'essentiel, c'est que tous ces organismes d'accréditation, ou bien l'opération d'accréditation, il est reconnu à l'international et il y a de temps en temps, on réalise des évaluations entre organismes d'accréditation. Ça veut dire qu'une accréditation par la COFRAC au niveau Maroc, il est reconnu. Et la même chose, une accréditation, par exemple, par un autre organisme au niveau de la Tunisie, il est reconnu à l'international et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on a plusieurs laboratoires au niveau Maroc qui sont reconnus ou bien qui sont accrédités non pas par la CIMAC, mais par la COFRAC. Ce n'est pas question de compétences, mais il s'agit aussi d'un autre point important, à savoir tout simplement la portée ou bien le domaine, la même chose, d'intervention de chaque organisme. Alors, par exemple, la CIMAC, au niveau, ou bien il faut dire le CIMAC, le service. Donc, le service marocain d'accréditation, il peut accréditer les laboratoires 17025. La même chose, il a la possibilité d'accréditer les organismes de certification, comme par exemple le cas de TÜV, Veritas, etc. Si vous avez un bureau d'études et vous voulez certifier les autres organismes ISO 9001, 14001, etc., vous pouvez chercher la 17021, l'accréditation sous la 17021 au niveau de la CIMAC. Par contre, la CIMAC, par exemple, n'offre pas la possibilité d'accréditer un organisme de certification des personnes. Donc, au lieu des systèmes de management, des personnes. Donc, automatiquement, pour les intéressés, il faut
c'est-à-dire il faut communiquer avec, ou bien il faut demander à la COFRAC ou bien à un autre organisme. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que il n'y a aucun problème à, bien sûr, à choisir un organisme d'accréditation. Voilà. Donc le plus important, c'est d'avoir finalement l'accréditation et par la suite une reconnaissance de compétences. Alors ça, d'une façon simple et rapide, c'est tout simplement les différentes formes et familles de normes d'accréditation. Alors, l'ISO 17011, c'est la norme d'accréditation des organismes d'accréditation. C'est-à-dire le CIMAC ou bien le service marocain, la même chose, il est soumis aux exigences de la 17011. Sinon, par la suite, pour les laboratoires, et je pense que vous connaissez ça, il y a la 17025, il y a aussi la 15189. Alors, pour la 15189, c'est juste un détail. Donc, c'est une norme spécifique au laboratoire de biologie médicale. Et si vous voulez, parce que toujours cette question est posée, c'est quoi la différence entre la 15195 ou bien 89 et l'ISO 17025? La seule différence existante, c'est que, premièrement, la 15189, il est spécifique pour la biologie médicale, et par la suite, il utilise un vocabulaire spécifique à la biologie médicale. Et deuxième point, il est rédigé elle-même, la 15100, il est rédigé sur la base de l'ISO 17025, mais aussi sur la base de l'ISO 9001. Attention, l'ISO 17025 en soi, il est rédigé sur la base de l'ISO 9001 aussi. C'est-à-dire tout simplement que la 15189, c'est à la fois une norme d'accréditation, mais aussi une norme qualité, si vous voulez. On parle d'ailleurs de la métrologie et de la qualité au niveau de la biologie médicale, tout simplement. Alors, sinon, il n'y a pas vraiment de grande différence, à part la question, comme j'ai dit, de vocabulaire et des questions spécifiques à la biologie médicale. On peut parler aussi des bonnes pratiques concernant l'hygiène, etc. Voilà, ça reste assez spécifique à la biologie médicale. Alors sinon, c'est possible, bien sûr, d'accréditer un laboratoire de biologie médicale avec l'ISO 17025. Donc l'ISO 17025, il est général pour tout ce qui est laboratoire d'essai ou bien d'étalonnage, quelle que soit la nature d'activité. Alors sinon, dans la famille d'accréditation, vous avez aussi, comme j'ai dit, l'accréditation des organismes de certification. Voilà. Le cas, par exemple, de la certification des produits, le cas de la certification des systèmes de management, que ce soit ISO 9001, 14001, ou bien le cas de la certification de personnes, comme j'ai expliqué, c'est la 17024. Sinon, l'accréditation des organisateurs des comparaisons interlaboratoires, on aura l'occasion de parler de ça. Le cas, par exemple, à l'échelle nationale de LP2E. LP2E est depuis 2000, je pense, 2015, voilà. Il a le statut d'un laboratoire national de métrologie. Par la suite, de temps en temps, il réalise ce qu'on appelle, ou bien il organise ce qu'on appelle des comparaisons interlaboratoires. Alors, ces campagnes de comparaison interlaboratoire, il permet tout simplement soit de comparer les résultats des différents laboratoires, soit dans le but de mesurer tout simplement l'aptitude d'un laboratoire, c'est-à-dire il vous permet de comparer vos résultats et c'est-à-dire votre performance par rapport aux autres laboratoires. Sinon, ça permet aussi de valider des méthodes, par exemple, ou bien autres. Donc, supposons que on a l'habitude, c'est-à-dire entre laboratoires, de réaliser une prestation donnée avec une méthode donnée, mais la méthode n'est pas normalisée, il n'y a aucune norme. Donc, on peut organiser tout simplement une campagne de comparaison interlaboratoire pour valider cette méthode. Donc, il y a plusieurs objectifs et de toute façon, on aura le temps de bien détailler ça. Ça veut dire quoi une comparaison interlaboratoire, la méthode de calcul ou bien d'interprétation des résultats et ainsi de suite. Et finalement, vous avez les organismes d'inspection, c'est
la 17020, la même chose. Et ça, c'est un cas spécifique pour tout ce qui est voilà, inspection. Alors, comme vous savez, la norme quand même ISO 17025, donc, il s'agit de l'ISO, d'une norme publiée par l'ISO, mais aussi le CEI, c'est-à-dire le comité électronique, ou bien la commission électronique internationale. Voilà. Alors, il a été révisé en 2017, donc actuellement on a la version 2017 de l'ISO 17025. Alors, pourquoi cette révision-là? Premièrement, c'est question de renforcer la confiance dans le fonctionnement des laboratoires, surtout en adoptant de nouvelles exigences en matière de management et en séparant entre tout ce qui est management et tout ce qui est technique, ce que je vais vous présenter par la suite. Sinon, le document, c'est-à-dire la version 2017 de l'ISO 17025, il contient les exigences applicables aux laboratoires, leur permettant d'apporter preuve de leurs compétences en matière de fonctionnement. Alors ça, c'est l'ISO 9001, donc l'organisation, mais aussi de leur capacité à produire des résultats valides. Et ça, c'est le côté technique. Donc, les laboratoires qui se conforment au présent document fonctionnent en général conformément au principe de l'ISO 9001, le minimum au moins de l'ISO 9001. Par contre, un laboratoire qui est déjà certifié ISO 9001, d'accord, il est par défaut conforme au chapitre 8 de l'ISO 17025. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous êtes accrédité, ça veut dire que vous appliquez un minimum côté qualité, et par la suite, vous appliquez au minimum les principes de l'ISO 9001. Alors, je vais parler de ces principes par la suite. Alors, sinon, si vous êtes maintenant certifié ISO 9001 et vous cherchez l'accréditation, alors automatiquement, vous répondez directement au chapitre 8 de l'ISO 17025. Donc, le chapitre 8 de l'ISO 17025, comme je vais présenter au niveau de la structure tout de suite, il s'agit d'un chapitre consacré au système de management qualité laboratoire. Donc, et par la suite, voilà, un minimum, comme j'ai dit. Donc, si vous êtes déjà certifié ISO 9001, c'est un tout. Et par la suite, vous êtes conforme par défaut. Donc, en vertu du présent document, version 2017, le laboratoire est tenu à planifier et à mettre en œuvre des actions prenant en compte les risques et les opportunités. Et ça, c'est parmi les raisons, la même chose, de la révision, étant donné que toutes les normes ISO à partir de 2012 ont été révisées. Alors, on parle de la version 2015 de l'ISO 9001, la version 2018 de l'ISO 22000 dans l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Et la révision de toutes les normes, ou bien parmi les éléments révisés dans toutes les normes, c'est l'ajout de ce qu'on appelle l'approche par les risques, donc les risques et les opportunités. Alors, dans le sens où les normes management ISO sont orientées maintenant prévention. Donc, au lieu de parler de la correction, si vous avez un problème, on va le corriger. La meilleure des choses, c'est prévenir le problème. Dès le départ, on va essayer tout simplement d'identifier voilà, le risque potentiel et par la suite, automatiquement, le prévenir avec des actions, c'est-à-dire au préalable, à l'amont de la non-conformité, avant de tomber sur une non-conformité. Donc, dans le même sens, l'ISO 17025, il est révisé en ajoutant des exigences en matière des risques et des opportunités. Et d'ailleurs, dès le premier chapitre. La même chose, valoriser les prestations des laboratoires. Voilà. Donc, sinon, s'articuler sur la norme ISO 9001 version 2015, comme j'ai expliqué. Actualiser le texte en matière de vocabulaire, parce que quand même, en parallèle avec tout ce qui est ISO, avec les ISO 17025, vous avez aussi qu'on appelle le VM, voilà. Vous avez le vocabulaire international de métrologie. Bien sûr, ce vocabulaire-là, international, il connaît aussi c'est-à-dire des évolutions. Donc, automatiquement, la norme, il doit suivre l'évolution des
de vocabulaire à l'échelle internationale. Voilà. Et à chaque fois, je vais citer le VIM. Donc, il est important. Alors, sinon, la même chose, Thierry bénéficie d'un retour d'expérience par rapport aux précédentes, tout simplement, versions. Donc, il y avait plusieurs remarques et réclamations des laboratoires. Donc, automatiquement, la norme, ou bien l'ISO, il applique le principe d'amélioration continue. Donc, à chaque fois, il faut améliorer la norme. Voilà. Alors, question de l'ISO 9001, ou bien comment on prend en compte l'ISO 9001, je vais expliquer ça par la suite. Alors maintenant, le nouveau plan de l'ISO 17025, version 2017, il suit le plan, le cadre Casco. On peut dire, c'est l'équivalent pour les personnes qui connaissent déjà l'ISO 9001. Je pense que vous connaissez l'HSL. C'est High Structure Level, ou bien la structure haut niveau. Donc, toutes les normes ISO, maintenant, sont rédigées en 10 chapitres. Donc, l'objectif, c'est harmoniser les normes, donc avoir la même c'est-à-dire structure. Et deuxièmement, ça permet de faciliter l'intégration des normes. Donc, la création d'un système de management intégré, qualité environnement, sécurité environnement, ou bien énergie, ainsi de suite. Alors, dans le même sens, et d'ailleurs le HSL, il est publié pratiquement la même année, en 2012, la même année de la publication de cadre Casco. Donc, le plan commun aux normes ISO 17000. Donc, c'est-à-dire, comme ce que vous pouvez conclure de ça tout simplement, c'est que toutes les normes ISO management ou bien certification sont rédigées sous forme de 10 chapitres. Toutes les normes d'accréditation maintenant, et parmi lesquelles la 17025, sont rédigées sous forme de 8 chapitres. Par la suite, vous n'allez trouver aucune difficulté, par exemple, de passer de la 17025 à la 17020, par exemple. D'ailleurs, la dernière norme qui est en cours d'actualisation, c'est la 13000, l'accréditation des laboratoires biologie médicale. Donc, il est en cours actuellement, il est en cours c'est-à-dire de révision. Et la même chose, il va adopter la même structure que l'ISO 17025 ou bien les autres normes ISO 17000. Voilà. Alors, il s'agit d'un plan commun à toutes les normes ISO 17000. Et vous avez, donc les 3 premiers chapitres, ce sont ce qu'on appelle des chapitres tout simplement de cadrage, tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est référence, voilà, et tout ce qui est par la suite domaine d'application. Sinon, les exigences proprement dites, vous avez ici un plan des exigences, les exigences générales, les exigences structurelles, voilà, les exigences relatives au processus. Par la suite, relatif, le SAT, ce sont les exigences processus. Donc, le 6, c'est les exigences relatives aux ressources, désolé. Par la suite, processus. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez le 8, ce sont les exigences relatives au système de management. Et il y a 2 options, l'option A et l'option B. Alors, l'option A, donc la première option, c'est question si jamais le laboratoire il est déjà certifié ISO 9000. Ou bien il a implanté un système de management, donc sans toutefois être certifié, il a implanté un système de management qualité qui répond aux exigences de l'ISO 9000. Alors dans ce cas, il va ignorer tout simplement le chapitre 8. Sinon, la deuxième option, si jamais vous n'avez aucun système de management déjà préétabli, donc il faut commencer par répondre aux exigences du chapitre 8. Et comme j'ai dit, c'est un minimum. Alors sinon, à mon avis, au départ, ça sera bien de commencer par ça, le minimum, mais par la suite, une fois le laboratoire, il connaît quand même c'est-à-dire une certaine expérience en matière de management et en matière de la qualité, alors automatiquement, ça sera bien de relever le défi et par la suite implanter carrément un système qui répond aux exigences globaux ou bien globales de l'ISO 9000. Bien sûr, sans toutefois être certifié. Ce n'est pas l'appel de chercher la certification, mais le plus important, c'est bien sûr, c'est implanter un système qui répond aux exigences de l'ISO 9000. Alors maintenant, vous allez voir
c'est-à-dire la petite articulation ou bien correspondance entre la norme ISO 9001, d'une part, et la norme ISO 17025. Donc, ça permet quand même c'est-à-dire de comprendre plus ou moins, premièrement, la relation entre les deux, et deuxièmement, la structure de l'ISO 17025. Alors, si je prends une activité donnée, avant d'appliquer ça au laboratoire, je prends une activité simple que vous connaissez tout simplement, c'est-à-dire tous, à savoir, par exemple, le cas d'une production industrielle. Alors, dans ce cas, et je vais détailler ça par la suite pour le cas du laboratoire, dans ce cas, généralement, on parle de 3 types de processus. Donc, et ça, c'est en relation avec l'ISO 9001. Il y a les processus. Quand je dis les processus, ce sont les activités. Donc, les activités, premièrement, de management, c'est-à-dire la direction, par exemple, et le responsable qualité. Donc, le rôle, c'est le management et le pilotage de l'organisme. Vous avez les processus ou bien les activités de réalisation. Alors, au niveau industriel, quand je dis réalisation, c'est tout simplement la production ou bien la fabrication. C'est-à-dire réaliser le produit de A à Z. Et finalement, vous avez les activités, ce qu'on appelle de support. J'explique. Vous êtes un industriel, vous voulez répondre à un besoin client. Le client, il a besoin d'un produit final conforme. Donc, quelles sont les activités dont vous avez besoin pour répondre à c'est-à-dire à cette demande-là? Premièrement, j'ai besoin du commercial. Donc, un commercial qui va identifier le besoin client. Par la suite, j'ai besoin peut-être de bureau d'études pour étudier et par la suite concevoir le produit ou bien le service qui répond aux besoins clients. Et troisième des choses, j'ai besoin bien sûr de la fabrication ou bien de la production proprement dit et de contrôle qualité et de logistique finalement et de l'achat pour fournir un produit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les processus de réalisation. Le cas du laboratoire, la réalisation proprement dit consiste à l'échantillonnage, la réalisation des essais et par la suite l'interprétation des résultats. Alors cela dit, on a besoin aussi d'un support ou bien d'un soutien. Alors comme quoi par exemple, comme dans le cas par exemple d'une panne, automatiquement on a besoin c'est-à-dire d'une maintenance. Par exemple, si vous avez c'est-à-dire besoin d'une nouvelle ressource, matérielle ou bien matière, etc., vous avez besoin de l'achat. Sinon, on a besoin des ressources humaines pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est recrutement, et ainsi de suite. Alors, ces processus-là qui répondent ou bien qui répondent à nos besoins en ressources, c'est ce qu'on appelle tout simplement le support. C'est un soutien à quoi? À la réalisation. Le cas, la même chose dans le laboratoire. Donc, j'ai parlé de l'échantillonnage et la réalisation des essais comme réalisation, mais en parallèle, on a besoin des activités de métrologie en interne, à savoir la maintenance c'est-à-dire l'étalonnage, la vérification des équipements propres au laboratoire utilisés en interne, mais aussi un système d'information, c'est-à-dire le service informatique pour tout ce qui est logiciel, peut-être un service aussi pour la propreté et pour tout ce qui est HSE, hygiène, sécurité, environnement en interne, peut-être aussi les RH, les ressources humaines, et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, toujours au niveau d'une organisation donnée, vous avez quelqu'un qui assure le management et qui dit pilotage ou bien management, ça veut dire quelqu'un qui sait prendre des décisions, tout simplement. La direction pour les décisions stratégiques et le responsable qualité pour tout ce qui est décision opérationnelle. La réalisation des actions d'amélioration, la planification des audits, et ainsi de suite. Le processus de réalisation qui assure le besoin client et le processus support qui soutient tout simplement la réalisation. Donc maintenant, l'ISO 9001, comme norme, il est rédigé sur la base, bien sûr, de PCA. Donc, que vous connaissez, je pense, c'est la roue de 10 000. Donc, les 3 activités de base, ou bien les 4 activités de base, vous avez la planification proprement dit,
le do, le D, réalisation, et par la suite le check et acte. Donc la norme ISO 9001, les 4 ou bien même les 5 premiers chapitres, ça entre dans la planification. Donc la planification de quoi? La planification des actions tout simplement. Par la suite, la réalisation des actions. Donc il s'agit des activités, on peut dire, il s'agit tout simplement d'un détail par rapport aux activités de réalisation. C'est le D. Le check, l'évaluation des performances, voilà, c'est le chapitre 9. Et le 10, amélioration. Et ces deux chapitres-là, voilà, ça entre tout simplement dans le cas. Alors, je vais utiliser un autre couleur. Donc, le 8, réalisation des activités opérationnelles, c'est le processus de réalisation. Le 7, support, c'est un processus, ce sont les processus de support tout simplement. Et pour tout ce qui est évaluation et amélioration, il s'agit du management ou bien de pilotage. Donc déjà la norme ISO 9001 elle-même, elle est rédigée sur la base de l'approche processus ou bien de la logique des processus. Alors maintenant, en face, voilà, vous avez l'ISO 17025 avec ses 8 chapitres. Et vous pouvez voir qu'il y a une correspondance, plus ou moins. Voilà. À savoir que pour tout ce qui est donc la question de diagnostic et aussi organisation, il s'agit de contexte. Contexte de l'organisation, c'est le diagnostic et l'organisation. Avec le leadership, la même chose. Voilà. Ça reste quand même au niveau de l'ISO 9001 des exigences sur résultat. Maintenant, les ISO 17025, il ajoute quelques éléments liés à l'organisation et voilà, et on parle des exigences générales et des exigences structurelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer une bonne structure? Alors, par exemple, la norme ISO 9001, il vous dit tout simplement au niveau du chapitre 4, comme quoi il faut avoir une organisation pour répondre aux besoins clients, mais sans donner de détails. Alors moi, dans mes formations sur l'ISO 9001, je dis que pour répondre à ça, il faut commencer déjà par un organigramme, donc un organigramme fonctionnel. Par la suite, définir la responsabilité de chacun. On peut utiliser les fiches de poste et ainsi de suite. Alors maintenant, l'ISO 17025 proprement dit, il dit comme quoi il faut. Donc c'est-à-dire un élément de réponse, mais c'est une exigence. Pour avoir une bonne structure, automatiquement, il faut définir c'est-à-dire un organigramme et avec des exigences liées à cet organigramme. Pour avoir la même chose, c'est-à-dire, disons, une bonne organisation en interne, il faut aussi baser sur la conception de cette organisation sur des principes liés à la confidentialité, liés à l'indépendance et ainsi de suite. C'est des exigences du chapitre 4. Donc, le 4 et le 5, ce sont des détails par rapport tout simplement à l'organisation. Le 6, maintenant, exigences relatives aux ressources, c'est un détail, la même chose pour les processus de support. Le 7, c'est un détail par rapport à la réalisation des activités. Et finalement, le 8, donc exigences relatives au système de management, c'est pour répondre, c'est pratiquement un détail par rapport aux 8 et 9 de l'ISO 9001, tout simplement. Voilà. Donc c'est-à-dire que la norme ISO 17025, il est rédigé sur deux, on peut la diviser en deux parties. Il y a premièrement une partie, une grande partie. Donc la première de 4 à 7, ce sont les exigences techniques. C'est-à-dire en plus des exigences de l'ISO 9001. Donc, ce sont des exigences très techniques. Et par la suite, par exemple, au niveau de 7, vous avez un détail par rapport à tout ce qui est étalonnage, réalisation des essais, calcul des incertitudes, manutention des équipements, etc. Donc, ce sont des exigences techniques. Par contre, la deuxième partie, il s'agit de l'organisation proprement dit, donc c'est le 8. Hein. Et par la suite, il s'agit du système de management, des exigences sur le système de management tout simplement. Donc on peut dire, on peut faire comme ça, les spécifications techniques de 4 à 7 et par la suite, le système de management de la qualité pour le chapitre tout simplement, le chapitre 8.